Il faudrait que vous appreniez à placer vos doigts correctement, monsieur, lui ai-je soufflé d'une voix douce en posant l'index sur la portée qui lui posait problème. Essayez de recommencer en partant du si bémol. Puis, avec mesure et la patience qui me paraissait s'imposer avec un débutant, je lui ai appris à exécuter correctement le passage sur lequel il butait depuis plusieurs minutes. Emporté par les souvenirs qui me revenaient en mémoire, je ne m'étais pas aperçu que le maestro était déjà de retour dans la pièce. Mais en le découvrant, debout derrière moi, mesurant le ridicule de la situation, je m'attendais à quelques sèches réprimandes de sa part, et je m'apprêtais déjà à filer vers la porte lorsque l'expression de son visage m'a arrêtée. « Barnabé, vous savez lire la musique ?» m'a-t-il demandé d'un air médusé. « Je n'ai que de piètres notions en la matière, maestro, lui ai-je répondu en m'efforçant de masquer ma confusion. N'étiez-vous pas en train de corriger Siegfried ? Il s'agit là d'un exercice très simple. Sinon, je ne me serais jamais permis. Vous l'avez pourtant fait, a-t-il coupé d'un air sévère. Cette fois, j'aurais voulu disparaître sous terre. Je vous prie d'excuser mon impertinence, ai-je répondu en m'efforçant de garder mon calme. Mais, à ma grande surprise, c'est par un éclat de rire qu'il m'a répondu. Le ciel m'envoie un valet capable de déchiffrer une partition, s'est-il exclamé. Je n'ai là aucun motif de me plaindre, d'autant que vous semblez avoir l'art et la manière de vous faire obéir par les enfants. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons un auteur, mais aussi un artiste aux multiples talents, un homme fin, généreux, talentueux, que beaucoup connaissent, Roland Brival. Roland, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici à Zitata et en particulier dans cette émission littéraire. Je suis particulièrement heureuse parce que c'est aussi un moyen de vous rendre hommage. Un hommage, vous qui avez œuvré et apporté beaucoup pour la culture martiniquaise et marqué plusieurs générations. Merci de nous permettre de partager avec les téléspectateurs votre riche parcours et de nous faire découvrir votre dernier ouvrage, Les derniers jours de Richard Wagner, qui a été publié chez Caraïbes Éditions. Alors, c'est moi qui vous remercie. Oui. Avant de parler de cet ouvrage magnifique, on va s'arrêter un petit peu sur votre parcours. Vous êtes musicien, vous chantez, oui. Vous avez créé le Creole Blues, oui. Vous avez à votre actif plusieurs albums, de jazz notamment. Vous avez écrit et réalisé des musiques pour enfants. Vous êtes aussi plasticien, puisque vous avez exposé au musée d'art moderne à Paris. Et puis, vous êtes metteur en scène. Vous avez mis en scène et créé des pièces de théâtre. Mais vous êtes écrivain. D'abord. Vous avez effectivement écrit une vingtaine d'ouvrages. Une trentaine plutôt. Une trentaine, pardon. Une trentaine d'ouvrages, dont certains ont permis de porter un regard nouveau sur l'histoire des Antilles. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes profondément attaché à la Martinique. Puisque vous y êtes né. Oui, c'est le lieu culte pour moi. C'est vraiment, la Martinique, c'est mon cœur, tout simplement. Vous y êtes né en 1960, le 25 novembre plus exactement. Vous avez été élevé par vos tantes et votre mère, mais aussi par votre grand-père qui a particulièrement marqué votre enfance. Puis vous êtes parti dans l'Hexagone faire vos études, au lycée Lacanal notamment, et puis vous avez évolué dans le milieu parisien. Et vous avez, comme beaucoup d'Antillais, cette double appartenance, votre ancrage martiniquais, mais aussi votre appartenance au monde. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que cette double appartenance a guidé votre inspiration, vos talents, vos romans ? Oui, parce que de toute façon, ce qu'on essaie d'atteindre à travers
le prisme particulier, par exemple, du regard des Antilles, c'est tout de même l'universel. On a rendez-vous avec le peuple du monde, avec l'humain, et on essaie de prendre une route qui est la nôtre pour atteindre cet objectif. Donc il faut nécessairement naviguer entre ces deux espaces, l'un qui est le prisme par lequel on regarde dans la lorgnette, et puis l'autre qui est cette espèce d'immense océan dans lequel toutes les voies se rejoignent et se croisent pour former la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, en somme. C'est ça. Alors, revenons sur le livre qui nous réunit, Les derniers jours de Richard Wagner. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur Richard Wagner? Est-ce que c'est la part du musicien en vous qui veut s'exprimer? Ou est-ce que c'est la volonté de nous faire explorer l'Europe des Lumières pour éclairer l'esprit de vos lecteurs? Je pense que c'est d'abord ça. Puis, comment dire, c'est l'envie de... Moi, je poursuis depuis longtemps un objectif, l'un de mes objectifs dans la littérature, c'est d'installer notre trace dans l'histoire. La décolonisation culturelle a commencé depuis un moment et maintenant elle bat son plein. Personne ne pourra l'arrêter, à mon sens. Et cette décolonisation culturelle, pour nous, cela signifie que nous devons... il ne s'agit pas de nier l'histoire du colon, mais il s'agit d'installer la nôtre en face, pour que nous soyons dans l'équilibre qu'il nous faut pour atteindre une identité pleine et entière. Donc là, en l'occurrence, pour Wagner, c'est effectivement une période très particulière. Nous sommes en 1882, et dans cette fin du 19e siècle, différents courants philosophiques traversent l'Europe. Ça se passe notamment en Allemagne, aussi bien qu'en France d'ailleurs. Et ces différents courants vont, au fur et à mesure, poser les fondements de ce que sera le XXe siècle. Donc, comprendre le XXe siècle et notre place dans ce XXe siècle, c'est comprendre aussi qui nous sommes dans cette période qui a précédé l'éclosion de ce monde. Et c'est comprendre que nous ne sommes pas juste quantité négligeable. Nous sommes simplement un peuple d'une singularité particulière qui se retrouve confronté à cet immense melting pot de l'Europe. Et il faut savoir quelle trace, quelle attitude, où sont ceux qui nous ont précédés, qu'ont-ils fait, qu'ont-ils dit, pour que nous puissions être les hommes d'aujourd'hui que nous sommes. Alors vous avez choisi Wagner, parce que si c'est un maestro... C'est un homme emblématique. Wagner est vraiment au centre de toutes ces controverses, de toutes ces discussions. Et en plus, c'est le plus grand compositeur de l'époque, et encore l'un des plus grands compositeurs d'opéra. Je veux dire, sa réputation continue à briller aujourd'hui. Alors, un homme complexe, certes, mais justement parce qu'il est complexe, il était intéressant d'aller chercher sous la pierre, sous les clichés habituels, parce qu'on imagine un Wagner hiératique, comme une idole posée sur un socle de marbre, alors qu'en fait, cet homme n'est pas du tout comme ça en réalité. Dans sa jeunesse, il jouait aux cartes, il buvait, enfin je veux dire, il a vécu une jeunesse très mouvementée, ce Wagner, et aussi des amours tumultueuses. Donc c'est un personnage vivant. Simplement, on lui a collé ce visage, enfin il se l'est collé lui-même, parce que de toute façon, il a aussi participé à la construction de ce mythe Wagner, et puis sa femme, Cosima, s'est employée avec beaucoup de célérité et de détermination à faire en sorte qu'il ne reste de Wagner que la trace d'un personnage lisse, poli, dans lequel rien ne dépasse. Il a écrit des mémoires officielles, et ces mémoires ont été corrigées par Cosima, sa femme, qui lui a dit à tel endroit non ceci, non cela, pour qu'on en arrive à créer cette espèce de statue posée là et qui regarde son monde. Alors, oui, justement, vous nous faites découvrir ce Wagner un peu de l'intérieur. Vous nous faites découvrir aussi son entourage. Donc, on fréquente son beau-père, qui est Franz Liszt. On rencontre ses amis, Bach, Mendelssohn, Mozart. On rencontre aussi le philosophe Nietzsche qui le fréquente et a un béguin pour
pour sa femme. On rencontre aussi Renoir qui lui peint son portrait. Donc il y a tout cet entourage, tout cet univers et tous les coulisses aussi de ces préoccupations que vous nous faites découvrir. Et à travers votre récit, on apprend en fait à mieux le connaître, à le connaître autrement que ce qu'on a pu avoir. Absolument. Et puis on apprend aussi, enfin j'espère, j'ai essayé de partager à travers mon expérience d'artiste ce que signifie pour un homme comme celui-là de s'engager dans le travail. Comment travaille-t-il? De quelle manière? Quel impact ça peut avoir sur sa vie personnelle? Toutes ces choses qui sont des préoccupations, ou en tout cas qui font partie de l'univers des artistes, sont universelles. Et s'agissant de Wagner, on ne s'est pas réellement beaucoup penché sur la psychologie du personnage. On s'est penché sur son œuvre. Beaucoup d'historiens, il y a eu 5000 livres ont été écrits sur Wagner depuis sa mort. Mais en termes de romans, par exemple, celui-là est le second qui a été fait. Le premier est sorti il y a un certain nombre d'années, on ne s'en souvient plus. Mais c'est dire qu'il impressionne et qu'on n'ose pas toucher cette espèce d'idole sacrée. Et le challenge était d'autant plus intéressant à vivre et à faire. Et ce qui est aussi fabuleux, c'est que vous racontez la création de ces opéras. Vous racontez vraiment l'histoire, comment les opéras très célèbres sont nés. Je pense par exemple au Vaisseau fantôme, que vous décrivez, comment il était torturé, comment il était malheureux de penser que son ami l'avait quitté. Et dans ce désespoir, il écrit cet opéra que vous décrivez, comme la tétralogie aussi que vous expliquez. Mais il faut bien, de toute façon, qu'il y ait une source émotionnelle quelque part pour qu'on se décide à rentrer dans un travail comme celui-là. Ça ne peut pas être simplement l'envie abstraite de faire des choses et une envie qui soit hors sol par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on pense. Wagner a connu des amours tumultueuses et même plutôt nombreuses, je dirais. Et un certain nombre de ces rencontres de femmes extraordinaires ont modelé sa vie, ont provoqué en lui des émotions, des réflexions qui l'ont amené petit à petit à créer un certain nombre d'opéras dans lesquels il installe, mais ça n'est qu'une partie de ce qu'il met dans l'opéra, puisque de toute façon, en dehors de ses éléments personnels, il installe aussi, comme je le disais, une espèce de réflexion sur l'avenir de l'homme, sur la construction de l'homme. C'est une préoccupation qui est constante à cette époque en Europe. Et Nietzsche, le premier, s'est embarqué là-dedans. Le surhomme, etc. Enfin bref, on cherche à comprendre ce que va être la matière dont sera fait l'homme du XXe siècle. Et Wagner s'est penché là-dessus, et je pense que ce qu'il a donné, finalement, c'était une nourriture qui nous permet de grandir. L'opéra wagnérien, c'est quand même... Cet homme a créé des choses qui n'existaient pas dans l'opéra. Par exemple, la fosse d'orchestre, c'est une invention de Wagner. Dans la composition, l'art du leitmotiv, c'est-à-dire le personnage arrive et il y a une musique qui correspond à ce personnage et qu'on va retrouver parfois dans la composition, même quand le personnage n'est pas là, ce qui sous-tend une explication par rapport à ce qui se passe sur la scène. Il y a donc toutes ces subtilités. Tout ça, c'est Wagner. Donc on peut quand même dire qu'il a sérieusement marqué l'histoire de son art, mais un art qui ne nous est pas si étranger que cela, puisque avant l'éruption de Saint-Pierre, il y avait avant l'éruption de la montagne Pelée, il y avait un opéra à Saint-Pierre, avec des musiciens noirs qui avaient appris souvent à jouer de la musique auprès de leur maître, etc. Donc bon, ça s'est par la suite un peu disparu, mais je découvre aujourd'hui avec grand bonheur qu'il y a un retour vers le chant lyrique créole, antillais ou universel, mais en tout cas il s'agit d'artistes qui ont pris racine, qui ont pris vie chez nous. Rappelez-vous les Jeux Olympiques. Quand on voit cette chanteuse antillaise, là, on était tous ébahis et tout à fait fiers. Axel de Saint-Cyriel. Voilà. Et donc, nous avons là des talents qui ne demandent qu'à éclore et à irriguer
le territoire culturel de l'Europe. Et donc, j'espère bien que tout ce travail va se faire. En tout cas, il a déjà commencé. Absolument. Alors, on peut dire que vous avez ce souci de démocratiser la littérature, en tout cas de la rendre accessible à tous, et plus précisément de la rendre utile à vos lecteurs. Dans une interview, vous disiez « il faut une part d'utilité dans l'art. Il faut l'art ou la littérature, ce n'est pas que pour se faire plaisir ». Vous aviez ce souci que, du côté utile. Est-ce que ce livre est là pour, on l'a vu, démocratiser ou en tout cas rendre accessible l'opéra, pour mettre à l'honneur cet art lyrique qui a fait la renommée de Saint-Pierre, en quoi ce livre est utile et s'inscrit dans cette volonté que vous avez de rendre la littérature accessible? Alors, l'utilité, je suppose que chaque artiste, d'une manière ou d'une autre, se pose la question, mais dans un territoire comme le nôtre, anciennement colonisé, où il y a beaucoup de choses encore en construction qui ne sont pas encore arrivées à leur plein épanouissement, on s'aperçoit qu'il faut d'abord créer les fondations avant de poser la maison. Et lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai fait mon retour en Martinique, puisque bon, je suis parti, j'ai fait ces études, et ensuite il y a eu le retour aux sources. Bon, j'arrive avec des compétences, une forme de liberté qui était la mienne lorsque j'étais à Paris, où des questions à la limite comme celle-là ne se posent pas. Et en arrivant ici, j'ai immédiatement compris cela, c'est-à-dire que on ne peut pas débarquer avec un art ultra sophistiqué si on n'a pas d'abord en face de soi pris le soin d'élever, d'éduquer, de communiquer pour former un public qui soit en mesure de partager cette chose. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai radicalement modifié ma vision des choses. Je suis arrivé en Martinique, j'ai créé une pièce de théâtre qui durait 3 heures, ça s'appelait La Bête à cornes, il y avait 6 musiciens dans la fosse, etc. C'est un travail... 24 acteurs au total, je crois, c'est ça. Et c'était un travail aussi de théâtre expérimental, parce que c'est surtout dans ce domaine que j'ai beaucoup travaillé, notamment à Paris. Et au sortir de cela, je me suis dit, ok, il y a là quelque part le risque d'une imposture. C'est-à-dire que j'allais pouvoir continuer à développer mon théâtre tout seul, mais détaché du sol, hors sol. J'ai compris que les gens avaient reçu un choc, certes, mais que pour aller plus loin, il fallait s'autoriser à revenir en arrière pour prendre un peu la main de chacun et essayer de faire un chemin d'accompagnement, mais un chemin d'échange aussi, parce que dans ce parcours, je ne suis pas le seul à donner. Je reçois aussi beaucoup de ceux avec qui je travaille. Et donc, c'est ça qui m'a amené, par exemple, à l'envie de fonder ce groupe Bois-Bois, parce que il faut commencer par les enfants. C'est ça dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Mais c'est aussi à ce moment-là que vous avez décidé de créer le roman antillais qui n'existait pas. Alors, le roman historique. Historique, pardon. Voilà, historique ça. Antillais. Effectivement, quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas grand monde sur le terrain. Ni Chamoiseau, ni Confiant, ni tous ces gens n'étaient là. J'ai donc été celui qui est allé se confronter à un territoire vierge dans lequel il fallait poser là aussi des bases. Oui. Parce que, si vous voulez, mon premier roman s'appelait Martinique des cendres. C'était un roman, je dirais, très littéraire, par sa forme, mais parce que j'avais baigné dans la langue de Césaire et Glissant. Ouais. Nous savons tous que nous avons cette espèce d'élan vers des formes littéraires sophistiquées. Et par la suite, je me suis rendu compte que là aussi, il y avait quelque chose à faire. On ne peut pas arriver comme ça et s'embarquer dans tout un art littéraire sans que les fondations aient été posées. Donc je me suis demandé, d'accord, on va démarrer par le début. On va raconter notre histoire pour que enfin on ait quelque chose qui soit l'histoire du colonisé, de l'ex-colonisé, de celui qui atteint aujourd'hui une liberté nouvelle et qui doit savoir qui il est, comment tout ça s'est construit. Alors il y a eu ce premier roman sur les Caraïbes. Alors c'est la découverte par les Caraïbes de Christophe Colomb. Le sang du Roucou. Voilà, c'est l'inverse
de ce qui nous avait été jusque-là donné. On ne connaissait que l'histoire vue du point de vue du vainqueur. Alors là, maintenant, on a l'histoire vue du point de vue, pas du vaincu, mais en tout cas de l'opposition. Et ce face-à-face-là était nécessaire. Donc à partir de là, j'ai décidé de continuer et jusqu'au monde contemporain. Vous en avez écrit d'autres, comme La montagne d'ébène. Qui parle de l'esclavage, de la période de la traite. Absolument. Le chevalier de Saint-Georges. Voilà, qui parle aussi de l'histoire qui précède l'abolition en France. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les Noirs, par exemple? Pour vous dire une chose très simple, on n'imagine pas qu'à cette époque, il y a eu des révoltes à un moment à travers tout le pays. À Nantes, on placardait des affiches sauvages pour dire « il y a trop de Noirs en France, ils nous volent notre travail ». Mais en fait, il y a eu beaucoup d'Antillais qui, après l'esclavage, sont partis, ont accompagné leurs anciens maîtres et se sont retrouvés en France. Et comme ils avaient des talents d'artisans, etc., et qui se vendaient moins cher, donc du coup, effectivement, ça a créé quelque chose. Mais c'est un côté comique dans ce paradoxe que c'est qu'on dise cela à cette époque, 17e, 18e siècle, les gens qui ont être noirs en France, et on se retrouve aujourd'hui à entendre le même discours pour des raisons différentes. Là, il y a quelque chose d'assez baroque qu'il est aussi intéressant d'examiner. Parce que c'est le cours de l'histoire qui nous amène à tout ça. Ce sera le prochain, peut-être votre prochain ouvrage, mais vous avez aussi écrit Le nègre de personne, toujours dans cette même logique. Alors là, c'est la fondation de la négritude. Voilà. Ça. Et il y a la négritude, il y a un trio majeur. Il y a Césaire, bien sûr, il y a Senghor, et il y a Damas. Mais pour ce qui concerne Senghor, on sait des choses, on connaît le personnage. Pour ce qui concerne Césaire, on sait qu'on a beaucoup écrit à son sujet et que nous savons à peu près comment l'homme se comportait, comment il était. Mais Damas, c'est un personnage vraiment singulier par rapport aux deux autres. Damas n'est pas du tout un homme en costume qui a une certaine pose, etc. C'est un poète, un fou. Enfin, un fou, il se cache, mais il y a véritablement un feu qui brûle en lui et qui l'amène à être... voilà, une espèce de, je dirais, presque une espèce de Rimbaud d'avant l'heure. Il est torturé, mais en même temps très... si vous lisez ses poèmes, vous vous rendez compte que justement, lui aussi, il essaye de rester le plus proche possible du lecteur, de ne pas compliquer la phrase, de ne pas s'embarquer dans des ellipses. Il dit les choses d'une manière simple et il vous touche droit au cœur. Et c'est en ce sens-là que Damas me plaisait. Alors, en quoi ce livre sur Wagner s'inscrit dans cette démarche, s'inscrit dans la démarche qui vous motive d'illustrer ou d'illustrer l'histoire de la Martinique? Parce que c'est une période qui est très peu connue pour ce qui nous concerne. On ne sait pas très bien vraiment comment le choc s'est produit entre les Antillais émigrés, j'allais dire, en métropole, et cette culture française, cette culture allemande, toute cette espèce de monolithe impressionnant. Et je pense que nous n'avons pas été écrasés, non. Nous avons été là, et il y a eu une parole humaine qui a répondu à une parole humaine, tout simplement. Donc j'ai voulu restituer notre regard face à cela. Nous n'avons pas été écrasés par cette vague. Nous avons simplement pris les chemins habituels que nous connaissons, qui sont justement totalement l'antithèse des chemins occidentaux traditionnels. Nous avons l'art de l'esquive, nous avons l'art de l'innocence, nous avons l'art aussi d'une certaine profondeur dans le silence. Donc j'ai voulu, pas rendre hommage, mais quand même, parler de nous. Parce qu'au fond, ce roman s'appelle Les derniers jours de Richard Wagner, mais c'est bien de nous qu'il s'agit. Oui. Parce que je me sers de Wagner comme un mur sur lequel j'envoie une balle, et lorsque la balle revient, voilà, c'est mon identité que j'essaie de comprendre en fonction de cet homme.
Surtout qu'entre le mur et la balle, il y a Barnabé, Voilà. ce fabuleux personnage, Voilà. un personnage fascinant qui fait le lien entre Wagner, l'opéra et la Martinique. Tout à Alors, fait. en quoi fait-il écho justement à l'histoire de la Martinique et plus précisément, est-ce qu'on peut dire qu'il est le témoin de notre métissage? C'est-à-dire, il fait le lien, sa capacité à créer des ponts entre son ancrage de la Martinique avec la musique bélée, le son du tambour, et le monde nouveau de l'opéra, qu'il ne connaît pas bien, mais dans lequel il s'intègre très vite et avec la sensation de ne pas être étranger. En quelque part, il est un peu l'illustration du tout monde, ce Bernabé. On pourrait le dire, mais ça n'est pas volontaire de sa part. Ce sont les circonstances qui créent ce paramètre. Mais c'est la figure que vous décrivez, c'est la façon dont vous le façonnez. Absolument. Et c'est peut-être ce que vous avez voulu... Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, comme par exemple, il ne connaît rien au monde de l'opéra, mais lorsqu'il commence à entendre les chanteurs, etc., son premier réflexe, c'est de se dire, mais je connais des... Quand il entend un ténor wagnérien en train de chanter sur une scène, il dit, mais je connais des chanteurs de Bel Air en Martinique qui ont la même voix que ce type, qui chante aussi bien. Ouais. Je veux dire, il ne se sent pas diminué. Au contraire, il challenge sa propre culture. En s'enrichissant de l'autre. En s'enrichissant de l'autre. C'est très exactement ça. Donc, en ce sens, oui, il y a métissage. Il y a rencontre, il y a mélange. Et puis bien sûr, il y a l'histoire humaine entre ces deux hommes, qui est encore autre chose. Parce qu'il a une capacité à s'intégrer. Il fait aussi référence à son éducation qu'il a reçu de ce père qu'il a éduqué. Il arrive à s'intégrer très bien dans ce prêtre. Oui. Il arrive très bien à s'intégrer auprès de Wagner, auprès de ce milieu différent. Il circule à Venise parfaitement. Donc il a cette capacité d'adaptation qui est très forte. Son manuscrit, qui est constitué de lettres qu'il adresse à sa sœur, dès le début, il dit une chose importante. Il dit « Nous sommes libres, ok ». Nous sommes désormais libres. Mais cette liberté, elle n'a pas vraiment de sens tant que nous ne savons pas exactement qui nous l'a donnée et à qui nous avons affaire. Pour mieux comprendre l'espace qui nous est donné aujourd'hui, il faut réussir à rentrer dans le cerveau d'un blanc. C'est ce qu'il dit en quelque sorte. Il faut réussir à comprendre comment ces gens-là fonctionnent, ce qui les émeut, comment ils pensent. Donc il agit en fait comme un explorateur de cet univers, et ce qui est justement... Il a une espèce d'attitude qui est... il veut comprendre qui sont ces gens-là, mais vraiment les comprendre profondément. Et l'expérience qu'il a vécue sur l'habitation, etc., ce sont des expériences qui ont eu leur importance, mais qui ne sont pas suffisantes pour représenter ce qui constitue le dialogue entre nous et l'Europe. Et Wagner, justement, se prête à ça. C'est beaucoup plus ouvert, c'est immense. Donc, c'est ce terrain d'action qui l'intéresse. Il observe Wagner pour mieux comprendre à la fois qui sont ces hommes et qui il est. Et en même temps, il apprécie beaucoup la musique et ce qu'il découvre, ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Je veux dire, la musique est universelle. C'est un homme très ouvert. C'est un homme très ouvert et qui a l'éducation requise pour pouvoir comprendre. Voilà. Quand dans le passage que vous lisiez au début, on découvre qu'il sait lire la musique, oui, parce que beaucoup d'anciens esclaves ont appris la musique auprès de leur maître ou auprès de un prêtre, par exemple. Enfin, ils ont une culture de base qui leur permet quand même d'accéder au minimum des choses. Mais il faut aussi parler dans ce sens-là, il y a une nuance à porter sur Wagner, parce que lui a créé une autre dimension musicale qui n'existait pas avant lui. Je veux dire, quand on écoute le prélude de Lohengrin et qu'on se dit qu'on est dans un siècle où il n'y a ni radio, ni télévision, où les gens, quand ils veulent entendre de la musique, sont obligés d'aller dans un espace qui est un théâtre ou un opéra, là, on mesure l'intensité de ce qui se joue là, parce qu'il n'y a pas de disque non plus. Donc, tout ça, on le vit dans une émotion qui se referme quelque part lorsqu'on sort du théâtre. Et lui, quand je parlais de ce prélude de Lohengrin, c'est parce que j'ai été vraiment frappé par cela.
les accords, la musique, la façon dont les choses s'annoncent et où tout à coup surgissent dans un éblouissement, il est le seul à avoir eu la maîtrise de cette forme d'art. C'est un homme qui, quelque part, joue... C'est un assembleur de nuages, Wagner. Vous voyez, quand les nuages se forment comme ça et qu'ils se délitent, on ne voit pas à quel moment, on ne voit pas la couture. Chez lui, c'est pareil. Et puis, il y a cette ampleur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un monde derrière, il y a un univers. Il ne s'agit pas simplement de raconter l'histoire entre deux personnages déchirés, etc. Il raconte un univers peuplé d'anciens dieux. Voilà. Et donc, tout ça fait partie du challenge qui est proposé à Barnabé. La première fois, il va se retrouver assis là, dans un fauteuil, et qui va découvrir ce que c'est vraiment qu'un opéra. Il y a une très belle description de ce moment, quand il écoute pour la première fois, effectivement, Wagner. Alors, justement, j'ai été très troublée, parce que moi, j'ai adoré ce livre, je l'ai lu d'une seule traite, et en fait, j'ai eu envie de croire que tout était vrai. Et donc, il y a cette problématique, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, puisque c'est un roman, en fait, historique. En fait, Barnabé, ce serviteur noir, aurait très bien pu avoir réellement existé. Absolument, mais tout est vraisemblable dans le roman. Mais tout ce qui concerne Wagner est vrai. Est vrai, de toute façon, oui, ça c'est une chose. On ne peut pas s'attaquer à ce genre de personnage et raconter n'importe quoi. Donc, je vous laisse deviner le nombre de biographies de Wagner que j'ai dû lire. C'est une recherche très poussée, très détaillée de sa vie, de son entourage, comme on le disait tout à l'heure. On sait absolument pratiquement tout de sa vie quotidienne, des moments où il a vraiment été un personnage qui a été scruté de très très près. Donc il fallait absolument que ce soit crédible, cette partie-là, parce que c'est quand même le socle autour duquel le roman s'articule. Donc ça, tout ce qui... Simplement, je propose à certains moments des éclaircissements qui sont ceux que peut se permettre un romancier, un écrivain, et que ne peut pas se permettre un historien. L'historien, lui, s'intéresse aux faits, voilà. Mais l'écrivain s'intéresse à l'interprétation des faits. Donc on rentre dans une autre dimension, et c'est ça qui fait finalement l'intérêt de notre travail. La beauté du travail. Voilà. Donc, à côté de ces deux personnages, j'ai presque envie de dire deux personnages principaux, parce que ils sont. Il y a cet auteur, l'écrivain du roman, qui découvre le manuscrit à la bibliothèque Schellcher, et qui, au fur et à mesure qu'il commence à écrire et à découvrir le manuscrit, à lire le manuscrit donc de Barnabé, il découvre sa part de négritude, et on découvre ce double personnage, ce double auteur qui caractérise l'auteur, en fait, entre l'homme public que tout le monde connaît en apparence, et puis l'auteur qui a cette part d'inspiration qui le fait créer, et donc ce double personnage existe. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un parallèle entre Pierre Soulages et vous? D'une certaine manière, oui, bien sûr. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours un trajet à faire, il y a toujours un océan à franchir avant de retrouver une part de soi-même. Pour ce qui nous concerne, Barnabé doit franchir l'océan pour aller en métropole, et lui, Soulanges, qui vit en métropole, doit faire le voyage de retour vers la Martinique pour que tout à coup quelque chose se passe en lui au sujet de ses racines. C'est un homme qui est totalement intégré à la société française. Il écrit des romans sans se poser de questions. Il ne s'est jamais particulièrement intéressé à son identité noire. Il est vraiment dans un monde normé, on va dire, qui est celui de la France. Mais la rencontre avec Barnabé va déclencher en lui des choses, notamment à travers la découverte, ou en tout cas l'étude ou l'approfondissement de son analyse sur l'antisémitisme. Wagner est réputé pour être un antisémite notoire. Il a écrit un certain nombre de choses qui le laissent penser. Mais il faut également dire qu'à la fin de sa vie, il a exprimé des regrets et des remords. Et c'est d'ailleurs l'un des aspects du livre, puisque les derniers jours de Richard Wagner, c'est cet homme face à la mort, et qui découvre, et qui a envie de parler vrai.
et qui a envie d'effacer les erreurs, de gommer. Donc, pourtant, son chef d'orchestre était juif, était il me juif, semble. absolument. Ouais. C'est justement cela, l'une des raisons qui fait qu'on peut se permettre de croire à la sincérité de ses regrets vers la fin de sa vie. Son beau-père, et on suppose même qu'il était en réalité son père, était juif. Ouais. Donc, il y a tous ces éléments qui se mélangent là. Paradoxe. Ouais. Ouais. Mais l'antisémitisme, c'est un chemin de croix qui a traversé l'Europe depuis très très longtemps. Et à l'époque de Wagner, beaucoup de gens sont antisémites comme ça, d'une manière globale, on va dire, sans approfondissement, mais un peu comme certaines personnes pourraient l'être aujourd'hui, parler légèrement de ce phénomène. Et en rentrant là-dessus, il découvre en fait que le racisme a un cheminement parallèle. Ouais. Tout ça vient de la même attitude, du même aveuglement, du même mépris. Et donc, leurs histoires cheminent côte à côte. Et du coup, en s'intéressant à cet aspect du Wagner, l'antisémitisme de Wagner, il s'intéresse tout à coup par déversement, j'allais dire, il s'intéresse tout à coup aussi au racisme. Ouais. Et brusquement, c'est un homme qui va petit à petit découvrir qu'il est noir, à travers ce que laisse entendre Barnabé. Au fur et à mesure il marche dans ses traces, il se redécouvre martiniquais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment... L'auteur. Oui, l'auteur. Ouais. Qui va vraiment le bouleverser et qui va l'obliger à la fin... bon, je veux pas... Ben oui, on va pas tout dévoiler. Bon, donc voilà, mais effectivement, c'est un roman pour lui d'initiation, en quelque sorte. Ouais. Il avait prévu simplement d'écrire un roman à partir de ce manuscrit, d'en faire une belle histoire, et tout à coup, il découvre que c'est de sa propre histoire qu'il s'agit, et que c'est quelque chose qui va le bousculer profondément jusqu'à le faire remettre en question toute sa vie, finalement, toute sa vie. En tout cas, c'est un roman magnifique, vraiment, que j'invite tous nos téléspectateurs à découvrir. On ne va pas tout dire, mais entre l'opéra, Venise, et puis ce Barnabé qui est absolument magnifique, ça laisse la place à tout l'imaginaire. Merci. Tout à fait. Je vous propose de continuer à vous découvrir, à découvrir votre univers, Roland, à travers notre rubrique La face cachée. Alors Roland, vous dites dans une autre interview, vous dites, je vous cite, que vous avez besoin de vider la bouteille avant de pouvoir la remplir, avant de laisser votre inspiration la remplir. Alors on l'a vu tout à l'heure, vous avez de multiples talents. Est-ce que ces autres talents vous permettent de vider cette bouteille ? Ça, c'est un aspect des choses qui concerne l'acte de création pure. Vous savez, si vous demandez à des auteurs qui a écrit, qui a écrit ton livre, ben bon, il vous dira c'est moi, il y a son nom sur la couverture, mais bien souvent en réalité, nous ne savons pas. Nous ne savons pas vraiment qui écrit là. C'est ça. Lorsqu'un auteur... C'est ce double personnage de l'auteur dont je parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose écrit. Nous, la tâche de l'écrivain, à mon sens, consiste à se dépouiller le plus possible de lui-même pour pouvoir appeler des personnages et leur prêter son corps, sa sensibilité, sa capacité de penser pour qu'ils existent de manière autonome. Donc, en définitive, quand on fait ça, ce qu'on cherche à faire, c'est à se vider de soi-même, vider cette bouteille pour que quelque chose se produise. Et c'est en ce sens-là que je parle de vider la bouteille. Par exemple, pour ce qui concerne les arts plastiques, pendant très longtemps, j'ai peint des tableaux en évitant de mettre la signature. Là, je signais derrière. Ouais. Alors on me dit, mais pourquoi ? Je dis, parce que la main qui peint le tableau, et la main qui signe. Voilà, ce sont deux personnages différents. Et là, il y a un mystère qu'on ne peut pas résoudre.
mais qui se joue, je vais dire, presque en termes chamaniques. C'est ça, j'allais dire qu'il fait un peu la magie de l'écrivain ou du créateur. Un écrivain de mes amis est décédé depuis, qui s'appelait Jim Harrison, un grand écrivain américain d'ailleurs, à qui j'ai posé la question de savoir ce qu'il entendait par le fait d'être écrivain, et il me répond, un écrivain, c'est un chaman avec un attaché-caisse. Joli comme réponse. Oui, parce que l'attaché-caisse, bien sûr, c'est ce qu'on fait, c'est le texte. Oui. Mais le chaman, c'est celui qui est capable d'invoquer des esprits. Et là, nous invoquons des personnages. Voilà. Ici, pendant que j'écris, je me rappelle de mon nom et de mon adresse. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'écrire, là, je suis en train de bavarder. Ouais. Je n'ai pas atteint les couches profondes à partir desquelles surgit une inspiration totalement inexpliquée et qui me laisse aussi ébahi que peut être le lecteur lorsqu'il le découvrira. Ouais. Vraiment, il n'y a aucun problème d'ego là-dedans. C'est juste un petit miracle qui parfois se joue ou ne se joue pas. Et ça dépend d'un fil, ça dépend d'un souffle, et ça dépend, je pense surtout, de l'attitude qui doit être la vôtre face à la page blanche, c'est-à-dire une attitude, une disponibilité, celle-là, vider la bouteille, une grande humilité et une détermination sans faille. Parce que à partir du moment où on veut que vraiment l'énergie qui vous possède se mette à exprimer quelque chose, il faut absolument s'engager. On ne peut pas le faire comme ça, juste d'une manière banale. Je me rappelle de Glissant qui me disait il ne faut pas avoir peur de se mettre à table. Je veux dire, d'y aller, quoi. On donne sa vie, vous savez, finalement, dans toutes ces choses-là. Mais on reçoit aussi d'autres vies, donc. C'est très intense. Quelque part, le marché est égal. Roland, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui a marqué plusieurs générations de Martiniquais, à vos débuts en Martinique en tout cas. Ce sont les marionnettes, les bois-bois que vous avez créés. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience ? Alors, tout démarre avec une émission de télévision que je monte à l'époque pour RFO. J'étais producteur dans cet organisme. Et c'est une émission qui s'appelait Télé Jeunesse, où je recevais les enfants et où je leur proposais un échange. Je leur disais, nous, on va faire des choses pour vous, on va chanter les chansons, mais vous aussi, vous allez apporter des choses. Si vous venez là, vous ne venez pas en tant que spectateur. Donc, cette émission a commencé à déclencher une certaine ferveur dans le public. Et puis, un jour, elle s'est arrêtée. Bon, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas envie de m'étendre. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais nous avons créé quelque chose là, un besoin. Oui. Chez ces enfants, on ne peut pas les laisser comme ça, tout simplement et les abandonner. Puisqu'on n'a plus les caméras pour leur parler, il va falloir aller à leur rencontre d'une autre manière, et le théâtre, c'est la manière la plus simple de le faire. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai tenté de créer des marionnettes qui nous ressemblent. Pas des marionnettes avec du coton, avec de la mousse, enfin, du liège, toutes ces choses qui sont des produits, je veux dire, qui viennent d'ailleurs. Il me fallait trouver quelque chose qui fonctionne avec nos matériaux naturels. On en voit quelques images. Ah, ben voilà, effectivement, ça c'est la fin d'un spectacle où elles viennent toutes, ces marionnettes viennent faire leur présentation. Ouais. Donc j'ai choisi la calebasse, les graines, etc. Et petit à petit, avec deux amis, Jacqueline Labbé notamment, qui s'est associée à ce travail avec moi, et un ami qui s'appelait Claude Germain, qui était un joueur de kora, nous sommes mis là, et petit à petit, j'ai élaboré une forme de théâtre qui nous soit propre, qui est aussi bien dans la forme que dans le fond. Ça allait aussi avec le fait que je constatais que la parole des conteurs était en train de s'éteindre, que les grands conteurs, finalement, mouraient, comme nous allons tous le faire, mais qu'ils n'étaient pas remplacés, et qu'il fallait quand même continuer à produire cette parole de nos mythes et de nos traditions, parce que les enfants, ils en ont besoin pour être élevés d'une façon correcte, quoi. J'ai constaté que, par exemple, qu'à cette époque, de nombreuses troupes de théâtre ou de marionnettes venaient de la métropole pour faire des spectacles pour les enfants de la Martinique, mais quand vous arrivez à Saint-Joseph ou au Diamant et que vous donnez aux enfants qui ne connaissent déjà pas grand-chose au théâtre les 4 saisons de Vivaldi, on ne peut pas dire que ce soit
on ne peut pas dire que ce soit la manière la plus pédagogique de les aider à se construire. Donc, il a fallu aussi inventer, s'inspirer de la parole des conteurs pour créer des histoires qui les concernent directement. Parce que ces histoires, elles ont valeur d'initiation, là aussi. Absolument. Elles ont une valeur de formation. On leur apporte des valeurs, on leur apporte des réflexions, on leur apporte des poteaux sur lesquels ils doivent s'appuyer solidement. Et il faut que ces poteaux soient plantés dans leur réalité. Alors, il y avait aussi de la musique. Hein. Vous avez fait des disques aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, on a monté cette troupe et on a commencé à partir à droite à gauche. Et, enfin, en Martinique, en tout cas, sur ce premier terrain. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait un autre problème. C'était le problème de la musique des enfants. Bon, à l'époque, on était entouré de groupes qui jouaient la musique qu'ils jouent aujourd'hui. Enfin, une musique électrique. Pour les personnes, c'est des musiques de bal. Et pour les enfants, il n'y en avait pas. Alors, je me suis dit qu'il fallait, là aussi, apporter une espèce de pierre pour boucher cet espace qui réclamait une voix. Et je ne voulais pas le faire avec des instruments électriques, parce que ça me paraissait trop violent. Je voulais que ce soit un univers acoustique. Personne ne jouait de musique acoustique à l'époque. Moi, je suis parti à Paris, j'ai acheté une guitare, j'ai acheté un banjo, j'ai acheté une mandoline, un accordéon diatonique. Je suis revenu ici, j'ai appris à jouer de tous ces instruments. Et vous en avez fait la musique et des disques. Alors, j'ai une surprise pour vous, Roland. Regardez ce que je vous amène. Ça, c'est le premier disque de Bois à Bois, le tout premier, absolument. Et qui dit tout. Ben voilà, le trio dont je vous parlais. Oh, c'est magnifique, c'est très émouvant de voir ça. Merci beaucoup. On a fait des recherches, mais j'ai trouvé que c'était à propos. Oui, absolument. Et donc, cette musique, on l'a mêlée au spectacle. Mais j'ai commencé aussi à en faire des disques. Alors, j'ai fait des disques, banjo et tout ça, bien avant Cali, c'était tout un truc. Et voilà que tout à coup, les gens m'arrêtent dans la rue. Ils me disent, Monsieur Brieuat, vous faites de la musique pour les enfants, mais on aime bien ce truc-là. Quand c'est que vous allez en faire pour nous? Alors justement, je vous propose, parce que vous avez fait aussi de la musique pas que pour les enfants. Bien sûr. J'ai dit en introduction, vous avez créé le Creole Blues. Oui. Et je vous propose d'écouter un extrait de votre album Intense. D'accord. Mandé 10 000 ans, qui j'en la vie, il dit moi un bouquet, maintenant qu'à bouer. Pas tout nous maudit, que nous dans sa vente, songez là nous sortis pour river donc Nek marron nous taillé, c'est ça nous était. Nous qui boyons la terre, nous qui bois brûler. Allez demander la vie qui ça les met bas. L'équipe qui n'y mettait, nous tout est en bas. Moi j'y crée les bons dieux, puis t'es son genou. Mais c'est un bon charlatan qui répond présent. C'est magnifique. Oui. On a presque envie de vous faire chanter sur le plateau. Il y a beaucoup d'anecdotes qui concernent ce disque. D'abord, il s'est fait dans un dialogue avec Pierre-Édouard Décimus, fondateur de Cassave, qui est une espèce d'ovni, qui a un rayon d'ouverture, de sensibilité à 360 degrés. Et je suis allé le voir, on a discuté. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire quelque chose là, mais on cherchait une voix. Et tout à coup, j'ai repensé à cette musique acoustique des Bois-Bois de l'époque, et je me suis dit, c'est drôle, on est dans un pays où il n'y a pas de musique d'écoute. Chaque fois qu'il y a de la musique, c'est pour qu'on se lève pour aller danser. Mais il n'y a pas de choses où on s'installe là, puis on écoute. Ouais. En Haïti, ça existait, par exemple. Mais chez nous, non. Et c'est très curieux. Alors, j'ai décidé d'aller dans ce sens. Et là, encore une fois, j'ai voulu que ce soit une musique acoustique. Alors, vous savez, il y a une technique qui s'appelle le picking, qui est celle que j'utilise dans tout le long de cet album. On n'est pas en train de jouer du washa, de begin, mais on joue avec les doigts, comme ça. Oui. C'est assez complexe comme forme, et il a fallu que je m'y mette, mais en fait, j'étais loin d'être un expert au début. Donc ça a pris tout un certain temps pour que je maîtrise cette forme, et que je puisse, à partir de là, composer des choses. Et Pierre-Édouard et moi, on s'est enfermés dans un home studio,
Pierre-Édouard derrière les manettes, moi devant. Et on partait dans l'enregistrement live. Là, c'est pas d'une musique qu'on peut faire en mettant la guitare de côté, la voix de l'autre, etc. Tout doit être fait en même temps et tout doit être parfait. Mais il arrive qu'on se plante sur le picking, sur un truc. Donc ça veut dire que la chanson qui dure 3 minutes 40 et qui doit être absolument parfaite dans tous ses éléments, c'est comme un petit miracle. Et il m'arrivait souvent, aux 3/4 de la chanson, de m'arrêter et d'avoir à tout recommencer parce que j'avais écorché à un endroit un accord. Et alors, je me rappelle de Pierre-Édouard, au fur et à mesure, cette tension montait parce qu'il fallait, chaque chanson, il fallait qu'elle soit impeccable du début à la fin. J'étais en état de tension, bien sûr, parce que j'essayais de faire en sorte que ce petit miracle se produise. Mais Pierre-Édouard, derrière la console, aussi. Ouais. Et je me rappelle qu'un jour, une chanson, c'était peut-être Timilo, c'est passé particulièrement bien, tac, et j'entends dans l'oreillette, de Pierre-Édouard, qui est resté presque comme ça, il a retenu sa respiration pendant tout le morceau, pour être certain qu'à la fin, on y arriverait. Et donc, grand moment, d'une grande intensité. Et c'est à ce moment-là que le terme de blues créole est apparu sous ma plume, et où je me suis dit, ce qu'on est en train de faire là, c'est du blues créole. C'est la raison pour laquelle l'une des chansons s'appelle Sugarcane Blues, parce que c'est le blues de la canne à sucre, c'est pas le blues du coton, donc c'est notre blues à nous. Et voilà, c'est une façon de... C'est un peu le moment un peu de magique qui se produit au moment de la création. 20 ans plus tard, quand j'entends Colo Bart, quand j'entends un certain nombre d'artistes qui jouent de la guitare acoustique, je me dis, il y a une trace, et quelque chose est en train de naître et de grandir. La musique, on a besoin aussi bien de la danser, mais on a aussi besoin d'écouter, de se poser là, puis de se laisser bercer par quelque chose qui vous emmène dans les profondeurs. Et la musique dansée, c'est parfait, mais on reste en surface. On ne peut pas explorer vraiment la profondeur d'une sensibilité de l'âme humaine, on ne peut pas la faire résonner avec cette musique. Alors que là, on a des chances d'y arriver. Et c'est important que ça continue à se développer et à grandir, tout simplement. Ça ne m'appartient plus, ça ne m'a d'ailleurs jamais appartenu. Je pense tout simplement... C'est l'écriture qui vous traverse, en fait. Voilà, exactement. Merci, Roland. Cette émission s'achève. Mais avant de conclure, qu'est-ce que vous avez envie de partager, un mot de conclusion? Je voudrais que ce mot de décolonisation culturelle, j'aimerais y revenir. Parce que je pense que c'est l'un des étages que nous avons oubliés dans la fusée. Nous parlons beaucoup de décolonisation politique et c'est normal, c'est notre univers, notre quotidien. Mais je pense que pour la réussir, il faut d'abord réussir cette décolonisation culturelle, c'est-à-dire réussir à trouver nos propres nourritures pour pouvoir à la fois nous faire grandir, mais aussi pour pouvoir enrichir le dialogue du monde. Tout ce mélange de voix qui sont là à travers l'espace et qui disent les mêmes choses mais de façon différente, nos voix doivent être présentes là. Et en ce sens-là, les livres sont quelque chose d'extrêmement important. Lire, ça n'est pas juste Mancali, c'est aussi une arme pour se défendre par rapport à tout ce que les technologies sont en train de nous faire. Regardez les gamins qui n'ont plus la capacité de concentration aujourd'hui. Au bout de 2 minutes, ils sont déjà ailleurs. Bon, toutes ces choses-là, pour nous défendre de ça, pour faire en sorte que nous puissions utiliser la technologie, mais que ce ne soit pas la technologie qui nous utilise pour faire de nous des consommateurs béotiens, je pense qu'il est important de comprendre que le cerveau, c'est un muscle. Il faut l'entraîner. Il faut lui donner des exercices. Il faut l'aider à fonctionner, à comprendre comment descendre dans les profondeurs et comment remonter, parce que c'est en remontant là tout à coup qu'on atteint la lumière. Donc cette petite chose-là, si je pouvais simplement réussir à la faire... À la transmettre. À la transmettre, à la faire entendre. Parfait.
Merci beaucoup, Roland. Merci C'est moi. pour ce moment de partage. C'est moi qui vous remercie. Cette émission s'achève. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour continuer à regarder cette émission. Et je vous dis à bientôt pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage.